Dans cette vidéo sur PSB, on va aujourd'hui parler des profils qu'on peut affecter aux machines en PSB Workstation version 12. Pour ça, je me connecte à un compte client, on peut rester sur un compte revendeur, ça n'a pas d'impact. Je vais me rendre dans l'onglet Profil, puis dans la partie Poste de travail et serveur, avec l'icône vert qui correspond du coup aux versions ancienne génération, donc sur la version 12 pour la partie Poste de travail. On va arriver sur une vue en héritage, avec une certaine arborescence. En termes de lecture, tout ce qui est profil en gris, comme la majorité, comme l'intégralité de ce qu'on voit ici, sont des profils que je vais pouvoir utiliser, mais que je ne vais pas pouvoir modifier, car ils ont été créés par une entité supérieure, donc vraisemblablement soit F-Secure, soit, là je suis au niveau d'une entreprise, ça peut également être leur vendeur qui aurait créé ce type de profil. Donc si on descend, par exemple ici, Romain Best Practice, on voit qu'en termes de code couleur, on est en noir, et donc en noir on va avoir la possibilité de modifier ce profil-là. Je rappelle, les menus contextuels, vous avez à droite de chacun des profils que vous pourrez sélectionner, 3 petits points qui vous permettent, si vous n'êtes pas propriétaire d'un profil, d'en créer un nouveau en fonction de ce profil-là. Donc il va hériter de tous les paramètres qu'on aurait pu définir au niveau de ce profil, par exemple, de démo 12. Donc je peux très bien me mettre au niveau du profil racine, je vais faire un nouveau profil, je peux l'appeler test vidéo, par exemple. Je vais pouvoir rajouter une description si je le souhaite, je fais enregistrer, et mon profil va apparaître tout en bas. Dès lors que je suis propriétaire, j'ai un peu plus de choix sur le menu contextuel. Je vais pouvoir créer un nouveau profil, modifier le nom, le supprimer, le définir par défaut pour les stations de travail ou serveurs. Donc ça veut dire que sur les nouvelles machines qui arriveraient sur le parc de la société sur laquelle je me trouve, dès lors que c'est un produit qui est identifié comme produit pour station de travail, on va récupérer par exemple ce profil test vidéo. Ensuite, les trois plus intéressants, ne pas autoriser les modifications utilisateurs, les autoriser ou réinitialiser tout. Si je ne fais ne pas autoriser les modifications utilisateurs, sur l'ensemble des paramètres, on va en fait bloquer la modification du paramètre au niveau du poste de travail. Au contraire, si je fais autoriser, tous les cadenas seront ouverts et l'utilisateur pourra modifier les stratégies qui sont définies sur le portail. Il aura le choix par exemple de décocher les paramètres ou de changer certaines valeurs. Réinitialiser tout, c'est une notion d'héritage, donc on va récupérer en fait toutes les valeurs héritées du profil parent. Le profil parent, pour rappel sur le test que je viens de faire ici, c'est le profil route qui est tout en haut de l'arborescence. Donc déjà de manière générale, en termes de best practice, moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de fermer tous les cadenas. Aujourd'hui, seul l'administrateur doit être en charge justement des paramétrages, et l'utilisateur n'a pas son mot à dire là-dessus. Donc vous voyez que au niveau de chacun des paramètres ici, mes cadenas sont fermés. Et on a tous ces petits bandeaux orange là qui nous disent tout simplement que les paramètres sont modifiés, mais sont à l'heure actuelle non enregistrés. Donc j'ai deux choix possibles dès que je fais une modification. Soit j'enregistre et je publie mon profil, soit j'en annule les modifications. Donc dans le cas de figure actuel, je vais déjà enregistrer les modifications. Dès que c'est fait, ça va repasser voilà, en noir, donc là c'est OK. Et je vais avoir, comme je vous le disais, en termes de lecture, par exemple, cadenas fermé ne peut pas modifier ce paramètre là sur l'agent. Cadenas ouvert peut le modifier. La petite flèche ici, c'est l'équivalent de tout à l'heure ce qu'on a vu, réinitialiser tout. Je vais aller récupérer la valeur héritée, donc la valeur qui se trouve aujourd'hui sur le profil route. Et là, le cadenas, voilà, n'aura plus cette petite flèche là. Donc je peux très bien casser et rétablir le cadenas à convenance. En termes de méthodologie, dans la philosophie du produit, comme je le disais tout à l'heure avec la notion de cadenas, on va essayer au maximum de ne pas laisser l'utilisateur faire des choix sur l'agent. Donc on va automatiser un maximum d'actions et lui laisser le moins d'ouverture possible sur les paramètres qu'il peut modifier sur son agent. Donc dans un premier temps, sur les paramètres généraux, je n'autorise pas l'utilisateur à décharger toutes les fonctions de sécurité. Je ne vais pas non plus lui autoriser la désinstallation locale. Le fournisseur WMI, c'est circonstanciel, donc on n'en a pas spécialement besoin dans notre cas de figure. Les mises à jour automatiques, tout ce qui va concerner les bases de signature, on ne demande pas l'utilisateur avant de télécharger. Ça va éviter des sollicitations inutiles. Vous pouvez, en fonction de votre architecture, activer le rôle de Neighborcast, de voisinage réseau en français, avec un rôle client et un rôle serveur. À quoi ça sert? Ça va vous permettre en fait que vos machines soient en mesure, à un instant T, de proposer des bases de signature à leurs voisines, et ainsi faire du peer-to-peer et éviter de solliciter votre bande passante internet pour ce type d'action. Vous avez le port du voisinage qui est prédéfini de base que vous pouvez modifier. Vous pouvez intégrer tout ça à un proxy HTTP si vous en avez un et que ça peut vous permettre d'économiser de la bande passante.
Ensuite, dans la détection de virus en temps réel, donc c'est quelque chose qui est activé, on va dire que c'est vraiment le cœur du produit, on va pouvoir définir le périmètre des fichiers analysés. Donc en termes de recommandations, vous avez soit fichiers à extension, soit tous les fichiers. Moi je vous invite plutôt à faire uniquement des fichiers à extension, sachant que les extensions qui sont ici sont implémentées par F-Secure, et ce sont des extensions qui sont usuellement utilisées pour aller répandre des fichiers malveillants. On peut analyser le trafic web et en supprimer les virus détectés. Donc ça, typiquement, pour ceux qui sont coutumiers, vous allez pouvoir faire des tests, par exemple, sur des plateformes comme Ecart, et juger du bon fonctionnement de l'antivirus. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est pareil, on va travailler sur les extensions qui sont au-dessus, et on va pouvoir filtrer directement le contenu. Dans le cas d'un filtrage web, on n'aura pas de trace du fichier typiquement en quarantaine, parce que le fichier étant téléchargé, en fait, on va en faire le scan avant même qu'il soit définitivement écrit sur le disque, et on va le supprimer avant que ça se produise. On peut choisir automatiquement une action en cas d'infection, ce que je vous déconseille. L'action automatique va être fonction du vecteur de propagation et va être jugée par le logiciel. Le plus intéressant, c'est plutôt de décocher ça et de faire une action personnalisée plutôt derrière. Et ça va vous permettre de savoir à l'instant T où est votre donnée. Je vous conseille du coup la mise en quarantaine automatique. Ça permet d'une part que l'utilisateur n'ait pas d'action à faire au niveau de son poste de travail, et d'autre part, pour vous en termes d'administrateur, vous aurez la possibilité de débloquer le contenu en fonction de votre propre jugement au besoin. Analyser les lecteurs réseau, dans le cas de figure où vous n'avez pas de protection, ou une autre protection, on va dire, sur les serveurs, je vous invite à cocher ça. Si vous avez déjà du serveur security d'installer, vous pouvez potentiellement le décocher, ça ferait le travail 2 fois, et ce serait de la ressource un petit peu gâchée. Sur la partie analyse temps réel, on ne va pas analyser les fichiers compressés, tout simplement parce qu'un fichier compressé qui contient un virus ne sera pas virulent, c'est qu'une fois dézippé qu'un virus fait son travail, donc on ne va pas prendre de ressources sur ce point. Ensuite, vous avez la possibilité, pour faire écho à la partie scan web dont on a parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité d'afficher au niveau de l'utilisateur que son trafic web a été nettoyé. Donc typiquement, l'utilisateur tente de télécharger un fichier, on va être en mesure de lui indiquer que le fichier était corrompu, et ça lui permet d'avoir l'information et de ne pas chercher pour rien son fichier. Possibilité de mettre en place des exclusions sur les extensions. Donc si je l'active ici, je vais pouvoir renseigner des extensions que j'aurais déjà au préalable scannées ici. On peut bloquer les cookies de suivi, dans une notion, on va dire, de confidentialité des données. La partie DeepGuard, ici c'est vraiment, on va dire, le cœur du produit, tout ce qui va être technologie heuristique. Donc là on est, tout ce qu'on a vu auparavant c'était sur de la base de signature, là ça va vraiment être sur de l'analyse comportementale. Ce que je vous invite à faire, c'est évidemment à l'activer et à suivre précautionneusement tous les paramètres que vous pouvez avoir ici. En cas d'une tentative de modification système, le seul changement que je ferai, c'est encore une fois automatique, ne pas demander. Ne pas demander, ça évite encore une fois l'utilisateur qu'on demande et que l'utilisateur ait une chance sur deux de faire le mauvais choix. La méthodologie de DeepGuard, pour rappel, donc on vérifie sur la base de signature si l'empreinte d'un fichier est connue. Si cette empreinte-là n'est pas connue, on passe par DeepGuard. DeepGuard va utiliser un serveur F-Secure pour aller vérifier si l'information n'est pas contenue dans nos données. Ça vous permet d'avoir l'information en temps réel. Si vous avez une base de signature de midi et que là, le virus apparaît dans nos bases à midi 5, vous n'auriez l'information qu'après sur la base de signature qui pourrait arriver courant d'après-midi. Donc là, le but, c'est d'avoir l'information en temps réel. Le deuxième point, le contrôle des processus avancés. Donc c'est une phase, on va dire, de sandbox puis de monitoring qui va vous permettre de tout simplement contrôler ce qui se passe par rapport à un fichier inconnu entre sa date d'entrée sur le système et la fin de son utilisation qui peut être dans 6 mois, qui peut être dans 1 an, qui peut être également dans 5 minutes. Vous allez pouvoir ici, si cette phase de monitoring qui intervient via une injection de DLL, si cette DLL-là pose un problème quelconque en termes de comportement sur votre applicatif, l'applicatif qui serait légitime chez vous et qui ne serait pas connu de F-Secure, on va pouvoir déclarer ici, via le SHA-1 de l'application, déclarer ce fichier-là et ainsi éviter qu'il passe par toutes les étapes que j'ai pu vous détailler. L'analyse manuelle, pas mal de redondance avec ce qu'on a pu voir sur l'analyse temps réel, sauf qu'on va être un peu plus intrusif sur le poste, donc on ne va pas faire un scan sur les fichiers avec des extensions particulières, mais plutôt un scan sur tous les fichiers. Donc on ne va pas lire le paramètre qui est en dessous. On va aller scanner les fichiers compressés. Alors pour le coup, vraiment la volonté de cette analyse manuelle
qui est également une analyse planifiée, ça va vraiment être de nettoyer en profondeur l'ordinateur. Donc là, même si encore une fois, le virus n'est pas actif quand il est zippé, si on peut le supprimer du PC, ça peut toujours être ça de gagner. Action suite à une infection, comme tout à l'heure, mise en quarantaine automatique. On peut, comme tout à l'heure également, exclure des extensions qu'on va renseigner sur le champ qui est juste en dessous. Après, vous allez avoir une notion de priorité. Donc là, vous êtes en priorité arrière-plan de base. Si je coche ici, je passe en priorité normale. La priorité arrière-plan, la finalité, c'est d'avoir le moins d'impact sur le système. Donc si je lance un scan, par exemple, à midi et que mon utilisateur est devant la machine, si l'utilisateur est physiquement présent et que je suis en priorité arrière-plan, je vais m'adapter et le scan prendra plus de temps, mais ne sera pas au détriment de l'expérience utilisateur. Si je mets priorité normale, l'antivirus prend toutes les ressources possibles et ignore ce qui peut se passer sur l'ordinateur. Ensuite, comme je vous le disais, l'analyse manuelle, un peu galvaudée comme terme, parce que si vous faites une analyse manuelle, c'est que l'utilisateur de lui-même va faire un clic droit sur son agent pour lancer une analyse. Ça se passera jamais, donc en fait, on va plutôt travailler sur ce qu'on appelle des analyses planifiées, qu'on va remonter au niveau du planificateur de tâches Windows. Pour ça, il y a 2 scans que je vous recommande. Le scan dit rootkit, qu'on va pouvoir définir à une heure. Dans mon exemple, ça va être midi. Si je ne mets pas d'autres arguments en termes de planification, ce sera un scan qui sera lancé tous les jours. Ensuite, vous allez avoir 3 types de tâches génériques, celles qu'on va utiliser sur celui-là. Interrogation de mise à jour qui n'est là qu'en guise de compatibilité. Et analyser les lecteurs locaux qui va être beaucoup plus grand en termes de périmètre. Donc si je fais générique, on va me demander derrière de renseigner un paramètre spécifique que je vais renseigner tel quel. Je vous invite à le noter, c'est vraiment ce que je vous invite à faire aujourd'hui sur votre environnement, qui va être FSAV, F-Secure Antivirus, /système, /rootkit, /QUAR. On va en fait scanner le socle du système d'exploitation à la recherche de fichiers rootkit, donc qui essaie de se dissimuler de ce système, et on va le mettre en quarantaine automatiquement. Ce type de scan-là scanne approximativement 7000 fichiers, et c'est un scan qui est très court dans le temps. 7000 fichiers, c'est rien par rapport aux ordinateurs qu'on peut avoir aujourd'hui. À guise d'exemple, sur un SSD, ça va vous prendre 30 secondes. Sur un disque mécanique, ça vous prendra peut-être une minute. Donc ça déjà, on peut l'ajouter. Ça va être notre premier scan. Et le deuxième scan complet. Donc, par exemple, celui-là, je vais le mettre à 13h. Mais je ne vais pas le mettre tous les jours, parce que c'est un scan, comme son nom l'indique, qui est complet, donc il va analyser tous les lecteurs locaux. On va mettre en place une fréquence, qui est par exemple une fréquence bimensuelle. Donc dans ces cas-là, je vais dire S10, S20, qui sont les occurrences, donc 10e et 20e jour. Mais après, le jour, il faut que je définisse la fourchette. Donc dans ces cas-là, ça va être une fourchette mensuelle. Je vais mettre un R monthly. Et là, ce sera interprété comme étant une demande de scan mensuelle, les 10e et 20e jours à 13h. Ça me permet mathématiquement qu'il y ait un des 2 jours qui soit ouvré, parce qu'on est sur une planification Windows, donc ça veut dire que si à 13h, les 10e et 20e jours, la machine est éteinte, la tâche ne se réalisera pas. Là, je vais faire une analyse des lecteurs locaux, et derrière, j'ai pas du coup besoin de mettre un autre argument, ça va vraiment être une analyse complète par rapport au périmètre que j'aurais défini. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer, on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Et on va pouvoir passer aux analyses d'exclusion. Donc c'est là où on va pouvoir déclarer par rapport aux prérequis qui vont pouvoir être communiqués sur l'ensemble des éditeurs avec lesquels les clients peuvent être amenés à travailler. C'est là où on va aller déclarer quel dossier on ne veut pas aller scanner, quel exe on ne veut pas surveiller. Donc vous allez avoir pas mal de redondance. On va pouvoir mettre en place des exclusions d'objets sur du temps réel, des exclusions d'objets sur l'analyse manuelle, des exclusions de processus, également des applications qui seraient exclues. Un point important, on ne l'a pas forcément vu auparavant et ça peut vous être utile en termes d'aide-mémoire. Si je reviens sur l'analyse manuelle, vous allez avoir à chaque fois des petites bulles d'aide ici qui peuvent vous indiquer des paramètres, on va dire, plus globaux que ceux que j'ai pu vous donner, qui sont des recommandations. On peut aller un peu plus loin et regarder s'il n'y a pas des choses qui correspondent peut-être plus à l'environnement sur lequel on se trouve. Dans les exclusions, ça va être un peu pareil. Si vous voulez avoir l'information sur comment écrire quel type d'exclusion, typiquement, je ne sais plus comment écrire une exclusion de processus. On va m'indiquer ici que je peux écrire le chemin en dur, mais on attend de moi que j'écrive un chemin. Mais les variables d'environnement sont également implémentables à ce niveau-là. Donc vous allez avoir cet ensemble ici où on va pouvoir renseigner toutes les exclusions en fonction des différentes recommandations des éditeurs. La protection de la navigation, ça va vous permettre de surveiller tout ce qui est web, donc c'est fortement intéressant de le mettre en place. On va pouvoir bloquer l'accès lorsqu'un site est dangereux. On va pouvoir afficher les réputations des liens dans les résultats de moteur de recherche
via un plugin navigateur. Donc ça, c'est à activer. Si l'utilisateur n'active pas le plugin, c'est pas dramatique, parce que dans tous les cas, au moment où il cliquera sur son lien, on lui indiquera si le site est malveillant ou pas. Ce que je vous invite à décocher, c'est le fait que l'utilisateur puisse continuer malgré tout à accéder aux pages bloquées. Et vous pouvez ici définir tout ce qu'on appelle le contrôle de contenu web, donc qui est plus lié à des sites qui ne seraient pas autorisés pour des raisons de politique d'entreprise, comme par exemple les réseaux sociaux. Vous voulez bloquer Facebook, Twitter, etc. C'est ici que vous allez pouvoir le manager. Sachant qu'au niveau du poste de travail, quand l'utilisateur tombe sur une page, on lui indiquera dans quelle catégorie se situe le site en question. Contrôle de connexion, ça va être tout ce qui est site bancaire. On va être en mesure de vous ouvrir une connexion sécurisée au niveau de vos sites bancaires, de telle sorte à éviter des attaques dites man in the middle, sur lesquelles des hackers pourraient essayer de récupérer des données ultra sensibles, comme votre mot de passe pour vous connecter à un site bancaire par exemple. Donc si j'active cette fonctionnalité-là, de base, ça va se baser sur le référentiel de site bancaire que F-Secure maintient. On pourra également, au besoin, rajouter ses propres sites en HTTPS ici. Ensuite, on va avoir du filtrage de type de contenu. Donc, ce n'est pas lié à la virulence des sites, mais ça va être uniquement lié au type de contenu qui sont affichés sur des pages. On va être en mesure de bloquer, par exemple, des extensions particulières ou des types MIME particuliers. Et voilà. Et enfin, site approuvé, site non autorisé, c'est tout ce qui va être prioritaire par rapport à ce qu'on aura vu sur le dessus. Donc si typiquement je veux autoriser, dans mon cas de figure où j'ai bloqué les réseaux sociaux, je veux autoriser LinkedIn, je vais pouvoir cocher réseaux sociaux comme étant une catégorie que je ne veux pas afficher, tout en autorisant ici LinkedIn. Analyse des emails, c'est tout ce qui va concerner les protocoles POP3, IMAP4 et SMTP. Donc sur la partie entrante, c'est activé. Et je vous invite plutôt à supprimer la pièce jointe ou supprimer la partie de message incorrect. Sur la partie courrier sortant, bloquer les emails, même si dans l'absolu, normalement le traitement a déjà été fait au niveau localement par l'antivirus. On va pouvoir conserver les messages, alors je ne l'ai pas coché, mais conserver les messages bloqués dans la boîte d'envoi. Je vous invite à analyser les pièces jointes compressées. C'est un vecteur aujourd'hui très important dans la partie infection sur les mails. Afficher la progression de l'analyse de gros fichiers, afficher un rapport, filtrage des emails, ici ça va concerner une mini partie, on va dire, d'anti-spam qui est intégrée à l'agent. Si vous avez besoin, on peut également modifier ici les numéros de services qui sont attribués aux différents protocoles que vous allez utiliser. On peut sauvegarder. Pare-feu. Alors pare-feu, je vais juste replier les menus pour que ce soit un peu plus cohérent dans mes explications. On va avoir des services de pare-feu qui sont préimplémentés par F-Secure, qui, comme vous pouvez le voir via l'ascenseur, concernent pas mal de données. Donc si vous avez un service qui est, pour une raison Y, qui n'est pas présent, vous pouvez le rajouter. Ces services de pare-feu, si je vais dans les règles ici, je vais pouvoir en fait les organiser dans des profils de pare-feu qui sont déjà prédéfinis. Donc vous avez par exemple bureau, partage de fichiers, imprimante. On va avoir la possibilité d'implémenter le profil à deux niveaux. Soit si je laisse cocher ici, je vais pouvoir laisser l'utilisateur au niveau de son poste de travail rajouter des services en fonction de la réglette et de son emplacement. Ce que je vous invite plutôt à décocher à terme. Donc là on va voir que normalement la réglette ici voilà, a disparu. Et vous allez vous pouvoir en tant qu'administrateur rajouter vos propres règles ici, comme sur n'importe quel type de pare-feu. Les profils de pare-feu ensuite, on va définir du coup le profil de pare-feu qui nous intéresse. Donc là, dans le cas de figure de tout à l'heure, j'étais en train de travailler avec un profil qui s'appelle bureau, partage de fichiers d'imprimante, qui est le profil le plus correspondant aujourd'hui aux attentes d'une entreprise. Mais on va également pouvoir travailler avec un mode de sélection automatique, un pare-feu adaptatif, qui va, en fonction de la configuration réseau, être en mesure de changer et d'autoriser plus ou moins de choses. C'est très intéressant sur une population dite nomade. On est plutôt tenté d'être relativement permissif quand le nomade est dans le domaine, mais un peu plus restrictif quand il est en dehors sur un Wi-Fi qui ne serait pas maîtrisé, comme le Wi-Fi du domicile ou le Wi-Fi de l'hôtel. Donc ça, de base, c'est une fonctionnalité qui est désactivée. On a 3 modes de management, dont la désactivation. Les 2 autres qui sont, l'utilisateur a quand même la possibilité de modifier son propre profil sur son agent, ou alors un contrôle total de l'administrateur. Contrôle total de l'administrateur, enfin, ces deux-là vont être tout simplement, dans un premier temps, une lecture d'un tableau que j'aurais prédéfini en termes de sélection. Donc pour ça, 2 règles importantes.
on travaille de la priorité, enfin de l'environnement le mieux maîtrisé au moins maîtrisé. Et enfin, pour que le pare-feu sache un petit peu sur quel type de profil il doit se mettre, faire en sorte que la dernière règle soit toujours vraie. Donc l'environnement le moins maîtrisé par l'administrateur doit être toujours appliqué si tous les autres arguments au préalable ne sont pas bons. Un exemple, priorité 1, je vais sélectionner par exemple un profil permissif, bureau partage de fichiers et d'imprimante, et je vais identifier mon réseau. Par exemple, que le DNS ait comme valeur 9999. Je peux le coupler également avec une deuxième méthode. Entre la méthode 1 et la méthode 2, vous avez un et logique. Donc je pourrais très bien dire que mon DNS vaut 9999, mais également mon DHCP est comme valeur 1111, par exemple. Je valide ma règle. J'ajoute une deuxième règle. Volontairement, je vais prendre une valeur élevée pour vous dire que vous pouvez mettre une infinité de règles en fonction de votre périmètre. Et là, on va être dans le cas de figure le plus extrême, c'est-à-dire l'environnement n'est pas maîtrisé par l'administrateur réseau. Dans ces cas-là, je vais prendre un profil que j'aurai au préalable modifié au besoin, je vais l'appeler strict, et je vais faire en sorte que ce profil soit toujours vrai. Je valide, je publie, et je m'assure derrière que, en termes de mode de sélection, soit je suis sur l'utilisateur peut modifier, soit je suis sur un contrôle total de l'administrateur. Dans ce cas de figure-là, ma machine, à n'importe quel moment, va aller vérifier que le DNS et le DHCP ont les valeurs qui sont ici. Si ce n'est pas le cas, on va lire la priorité 2, puis la priorité 3, etc., jusqu'à temps qu'on tombe sur une priorité qui soit correspondante. Et dans le pire des cas, j'ai ma priorité 45 qui, elle, est toujours vraie. D'autres paramètres de prévention. Prévention d'intrusion. S'il y a une tentative d'intrusion suspecte, on va consigner à interdire le paquet, et on va remonter la gravité de l'alerte comme étant une alerte de sécurité. Donc ça va être sur la partie reporting à gauche ici. On va être en mesure de vous remonter comme une infection virale ou quoi que ce soit, qu'il y a un paquet qui a été bloqué au niveau du pare-feu. Contrôle des applications, tout ce qui est application donc communicante, on est encore sur la partie pare-feu, à activer. Et vous allez avoir en fait, alors ces deux lignes-là qui vont vous indiquer que si l'application est déclarée au niveau de l'heuristique, soit elle est déclarée au niveau du cloud, on n'a pas besoin d'avoir un choix qui va être fait par rapport aux paramètres juste au-dessus, ça va être fait automatiquement par nos moteurs. Dans les autres cas de figure, action par défaut pour les applications avec des rôles clients ou des rôles serveurs, on va éviter encore une fois de demander à l'utilisateur, on va plutôt être enclin à autoriser une application à rôle client, quand on va plutôt refuser une application à rôle serveur. Dernier point sur la partie pare-feu, on va bloquer les datagrammes IP inférieurs à 128 octets, ça va être tout ce qui est attaque DDoS. Option de filtrage du trafic IPv6, on ne le touche que très rarement parce que l'IPv6 aujourd'hui n'est pas présent dans les entreprises. Autoriser l'adaptateur réseau approuvé, je vous invite fortement à le décocher. L'adaptateur réseau approuvé, quand vous allez mettre ça en place sur Windows, si vous laissez cocher ce bouton-là, le pare-feu en fait ne filtrera pas tout ce qui passera par la carte en question. Donc pour peu que l'administrateur ou l'utilisateur ait mis ça en place et que ce soit oublié, vous allez demain exposer l'ordinateur pour pas grand chose, donc je vous invite plutôt à décocher ce bouton-là. Désactiver le pare-feu Windows, dans le cas de figure où vous avez le pare-feu Windows qui est actif, pour éviter d'aller chercher à trouver quel est l'élément réseau qui peut bloquer tel ou tel flux. Je vous invite à travailler uniquement avec le pare-feu F-Secure. Dernier point, utilitaire de mise à jour logicielle, toute la partie patch management. Donc là, l'idée, ça va être de patcher de manière automatique jusqu'à 2500 applications, parmi Microsoft, parmi Oracle, parmi VLC, parmi CCleaner. Vous allez avoir un certain nombre d'applications qu'on peut patcher de manière silencieuse. Vous avez trois modes de fonctionnement. Soit cette brique ne vous intéresse pas et vous allez la décocher. Soit, dans une phase d'approche, on va mettre la brique en mode audit, c'est-à-dire qu'on va vous remonter les patchs, mais on n'installera rien du tout. Et dans ces cas-là, dans l'onglet ici, mise à jour logicielle, on pourra voir les utilitaires et les softs qui sont concernés. Soit, troisième mode de fonctionnement, on va définir à quel niveau on veut patcher. Donc la criticité des patchs est définie non pas par F-Secure, mais directement par des référentiels type CVE. Donc moi, dans le meilleur des mondes, on va demander à installer tous les patchs. On va définir la fréquence, soit quotidienne, soit hebdomadaire avec un jour que j'aurai sélectionné. L'heure d'installation. Et demander à l'utilisateur avant de redémarrer s'il y a un patch, comme vous avez déjà pu le voir sur du Windows, qui demande pour finaliser l'installation à redémarrer. On va pouvoir demander à l'utilisateur, et si l'utilisateur ne redémarre pas, on va pouvoir par exemple définir que 12 heures après,
on redémarre le poste pour s'assurer que tout soit OK. On peut informer l'utilisateur de l'installation. On peut définir des logiciels exclus. On travaille sur de la blacklist, c'est-à-dire qu'on va vous installer le périmètre en question, de patch, en fonction des criticités, moins les logiciels que vous aurez déclarés ici. Comme tout à l'heure, petit point d'interrogation pour savoir comment s'écrivent ces exclusions. On peut faire des choses plus ou moins complexes. On peut par exemple exclure un bulletin particulier. On peut également exclure un bulletin particulier sur un OS particulier. On peut aller exclure un logiciel de manière globale. Vous allez pouvoir ici vraiment implémenter tous les logiciels dont l'administrateur ou dont l'entreprise ne veulent pas de mise à jour. Si WSUS est en cours d'utilisation, Software Updater et WSUS installent des mises à jour Microsoft. Ça, je vous le déconseille. Si vous avez un WSUS serveur en place déjà chez le client, le WSUS fait des choses en plus par rapport à nous, c'est-à-dire qu'il va être en mesure de faire de la montée de version majeure, ce que ne fait pas le logiciel, on fait vraiment nous que de la montée de version mineure. Il va également être en mesure de faire du rollback, ce qu'on ne sait pas faire sur ce logiciel. Du coup, ce qui est très important de garder en tête sur ce bouton, c'est que dans le cas de figure où vous êtes sur par exemple un Windows 10, si WSUS et le Software Updater gèrent en même temps des patchs qui sont cumulatifs, on va pouvoir se retrouver, potentiellement, s'il y a un des deux patchs qui demande un redémarrage, on va pouvoir se retrouver derrière avec un écran bleu. Donc c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est pour ça que s'il y a du WSUS, on préfère que le WSUS gère tout seul cette partie. Maintenant, en termes de périmètre annexe, il faut garder en tête que le WSUS n'est pas aujourd'hui en mesure de gérer du patch Java, du patch OpenOffice, ce genre de logiciel. Ensuite, on va pouvoir rechercher au démarrage du système les patchs qui sont manquants, exclure des familles de logiciels, donc ça reprend un petit peu le tableau qu'on avait sur le dessus, mais de manière un peu plus globale, tout ce qui peut être outils de sécurité Microsoft, mise à jour qui ne serait pas liée à la sécurité, ou les service packs. Attention, aujourd'hui les service packs, ça concerne également tout ce qui va être Fall Update, Anniversary Update, Creators Update côté Windows 10. Et vous allez pouvoir mettre en place, définir un proxy HTTP, dans le cas de figure où vous avez un environnement qui est assez massif en termes de volume de PC, et où il y a une bande externe, une bande passante extérieure qui n'est pas forcément optimale, on va pouvoir définir ici un proxy et ainsi soulager le réseau internet. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai publié tout ça, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, la possibilité soit de définir un profil par défaut, et dans ces cas-là, toutes les installations ultérieures se calqueront, par exemple, en tant que station de travail, se calqueront sur ce profil-là. Soit on va pouvoir se rendre dans la liste d'appareils, sélectionner un ou plusieurs ordinateurs, et aller affecter un profil, et ainsi retrouver les stratégies que j'aurais pu déterminer, et répercuter tous les changements que j'ai pu faire sur ces stratégies. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.